peine à aborder politiquement. Donc c'est le choix qu'on a fait cette année, d'aborder cette question-là, avec toutes les questions qu'elle pose. Parce que dire on sort de l'euro, bah, c'est facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire? Quelles sont les conséquences, les implications? Jacques va nous dire ça, et puis dès qu'il aura fini, eh bien, on procédera à un échange entre nous à partir de son exposé. Voilà, moi je ne vais pas être plus long. J'invite ceux qui se promènent encore et qui veulent, encore qui pourront écouter malgré qu'ils ne soient pas assis ici, à venir nous rejoindre. Voilà. Jacques, à toi. Bien, merci et merci pour votre invitation. Alors, quelques mots d'introduction. En commençant, si vous voulez bien, par quelques devinettes pour détendre l'atmosphère, parce que c'est un sujet qui est un peu lourd, un peu difficile. Alors, par exemple, qui a dit si le traité de Maastricht était en application, finalement la communauté européenne connaîtrait une croissance économique plus forte, donc un emploi amélioré? Le 30 juillet 1992 sur RTL. C'est Valéry Giscard d'Estaing. Alors une deuxième devinette. L'Europe est la réponse d'avenir à la question du chômage. En s'appuyant sur un marché de 340 millions de consommateurs, le plus grand du monde, sur une monnaie unique, la plus forte du monde, sur un système de sécurité sociale, le plus protecteur du monde, les entreprises pourront se développer et créer des emplois. Qui a dit ça le 2 août 1992 dans le journal du Dimanche? Vous le connaissez tous. Michel Sapin. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous voyez que ça fait là, depuis 1992, le traité de Maastricht, pour lequel un certain nombre de forces avaient appelé à voter non, dont le Parti communiste français, traité de Maastricht qui a ouvert la voie à la monnaie unique. Ça faisait partie du traité de Maastricht. Eh bien, la promesse qui était faite par la droite, par les socialistes, il y a plus de 20 ans, était que tout irait mieux. Or, depuis, tout va plus mal. Alors, je voudrais développer 3 idées. Une trentaine de minutes, ça va, d'exposer. Bon, 3 idées, 10 minutes par idée. Première idée est la suivante: la sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne, il faut sortir des deux, va dans le sens de l'histoire. La deuxième idée que je vais développer est la suivante: la sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne est une condition indispensable à la sortie de la crise, même si elle ne suffit pas en elle-même, évidemment. Et puis la troisième idée est la suivante: la sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne est un passage obligé pour reconstruire des relations de coopération entre les pays européens et au-delà de l'Europe, il ne faut pas être enfermé dans l'Europe, dans une perspective de démondialisation, de dépassement du capitalisme vers un socialisme du XXIe siècle. Alors, première idée, donc, la sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne va dans le sens de l'histoire. Pourquoi cette idée? D'abord, je précise que sortie unilatérale signifie que chaque pays doit et peut sortir de l'euro et de l'Union européenne individuellement. Il ne peut pas y avoir, comme le prétend le Front National, hein, parce qu'on nous dit, oui, les gens qui parlent de la sortie de l'euro, bah, c'est comme le Front National. N'importe quoi. Le Front National ne propose pas de véritable sortie de l'euro. Pourquoi?
On entend dire ça chez Madame Le Pen, hein, mais il faut bien écouter ce qu'elle dit, parce que ce sont des gens hyper politiciens. Ce que dit le Front National, c'est qu'il faut une sortie groupée de l'euro. Groupée, ça signifie que plusieurs pays doivent sortir ensemble. Pour le Front National, il n'y a pas de possibilité de sortie unilatérale. Il faut donc sortir avec plusieurs pays en même temps. Mais c'est de la politique fiction. Aujourd'hui, dans la zone euro, les 18 pays de la zone euro, quel est le gouvernement qui est prêt à sortir de l'euro? Il n'y en a pas. Quelles sont les forces politiques aux marches du pouvoir dans tel ou tel pays de la zone euro qui seraient prêts, qui défendent la position de la sortie de l'euro? Il n'y en a pas. Autrement dit, le schéma politique du Front National concernant la sortie de l'euro est un schéma qui ne tient pas la route. C'est fait pour attraper les nigauds, les électeurs perdus. C'est ça la véritable position du Front National. Donc, pour sortir de l'euro, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Ça ne peut être qu'une sortie unilatérale, c'est-à-dire chaque pays en fonction du rythme de ses mobilisations sociales, en fonction de son agenda politique, les élections, etc., qui sortira de l'euro. Il n'y a pas d'autre solution. Le reste, c'est de la politique fiction. Alors, 3 exemples pour démontrer que la sortie de l'euro va dans le sens de l'histoire. Premier exemple, la zone euro, inéluctablement, va exploser. Dès le départ, elle était vouée à l'échec. Pourquoi tenir ce discours? Pour une raison très simple, c'est que dans les années 60, un certain nombre d'économistes ont développé une réflexion autour de la notion de zone monétaire optimale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque des pays veulent abandonner leur monnaie nationale pour partager une monnaie unique, il y a un certain nombre de conditions de réussite. Quelles sont ces conditions de réussite? Ce sont des conditions évidentes. Première condition, pour partager sa monnaie avec d'autres pays, il faut partager un projet politique. Parce que la monnaie doit être la servante de la politique, et pas l'inverse. Or, il n'y a jamais eu de projet politique européen, hormis celui des classes possédantes, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Deuxième condition de réussite, pour partager sa monnaie, il faut que la situation économique entre les pays concernés soit assez proche en termes de productivité, en termes de structure du commerce international, en termes de salaire, etc. Pourquoi? Parce que sinon, il y a de tels déséquilibres que forcément la situation va bénéficier à certains et pas à d'autres. C'est exactement la situation que l'on connaît. Aujourd'hui, la zone euro ne profite qu'à l'Allemagne. Et la plupart des autres pays de la zone euro sont pénalisés par la politique allemande qui résulte du traité de Lisbonne. Troisième condition de réussite, il faut qu'il y ait une mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire que le capital et le travail doivent pouvoir circuler, comme aux États-Unis par exemple, qui est un pays dans lequel il y a une monnaie unique, le dollar, mais il y a des États. Et la situation économique n'est pas la même sur la côte Est, la côte Ouest, dans le Middle West. Et comment les choses s'organisent? Eh bien, la main-d'œuvre, le capital circule. Pour la main-d'œuvre, pas de problème. Pour le capital, pas de problème. La libéralisation des mouvements de capitaux, qui est indissociable de la mise en œuvre de l'euro, a été organisée, le capital a bien circulé. Ils ont tout fait, les oligarques européens, pour rendre le travail mobile. Mais ça n'est pas possible. Les gens ne sont pas des marchandises, ce ne sont pas des capitaux. Ils ne peuvent pas déménager
du jour au lendemain pour aller travailler dans tel ou tel pays. Donc, cette mobilité des facteurs de production n'est pas possible. Et puis, j'ajoute le dernier élément, qui est celui de la nécessité, pour que ça marche, une monnaie unique, d'avoir des mécanismes de redistribution. Qu'est-ce que c'est que des mécanismes de distribution? Ça veut dire qu'au niveau central, il doit y avoir des capitaux qui soient perçus sur les différents pays pour être réalloués aux pays en difficulté, c'est-à-dire prélevés sur les pays en excédent pour alimenter les pays en difficulté. Par exemple, si on avait voulu qu'une monnaie unique fonctionne correctement, eh bien, il aurait fallu ponctionner l'Allemagne, parce que c'est le pays qui bénéficie le plus de l'euro, pour alimenter la Grèce, le Portugal, l'Irlande. Mais évidemment, les Allemands et d'autres se sont opposés à tout mécanisme de redistribution à l'échelle de la zone euro. Bref, tout ça pour dire que les déséquilibres sont tels et qu'ils s'aggravent. Aujourd'hui, quelle est la situation dans la zone euro? Vous avez peut-être suivi la presse ces deux, trois derniers jours. La position de la Banque Centrale Européenne, qui est obligée de s'engager dans un programme tout à fait considérable de 1000 milliards d'euros, un nouveau programme, pour venir remettre un peu de monnaie dans le circuit économique, parce qu'aujourd'hui, c'est le blocage de la zone euro sur le plan économique, c'est la croissance zéro. Et c'est une situation qui est logiquement le résultat de la conception de la zone euro. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi, sachant tout cela, parce que ces travaux dont je viens de parler, la notion de zone monétaire optimale, était parfaitement connue de ceux qui ont conçu la zone euro. Pourquoi ont-ils construit, malgré tout, la zone euro, sachant qu'aucune des conditions de réussite n'avait été réunie? Pour une raison simple, c'était pour eux le moyen de verrouiller toute politique monétaire alternative, c'est-à-dire le moyen d'empêcher un État qui aurait voulu utiliser la politique monétaire dans le sens de l'intérêt des classes dominées, de lui interdire de le faire, et de faire en sorte que toute la conception de la politique monétaire repose exclusivement sur les intérêts des classes dominantes. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'ils croyaient, peut-être qu'ils y croyaient vraiment, ou ils faisaient semblant, c'est difficile à dire, mais en tout cas, ils l'ont dit, ils pensaient que l'union monétaire allait conduire à l'union politique. Comme il n'y avait pas d'union politique, en coinçant les États par la monnaie, en les privant de leur souveraineté monétaire, ils pensaient pouvoir aboutir à l'union politique. Eh bien, c'est le contraire qui s'est produit. Jamais la désunion politique n'a été aussi forte dans la zone euro, à cause notamment de la monnaie unique. Regardez le climat détestable entre les Grecs, les Allemands, les Portugais, les Espagnols, etc. C'est catastrophique. Regardez l'abstention croissante aux élections européennes, à juste titre. Regardez la montée des forces d'extrême droite dans les pays de l'Union européenne. Tout ça, c'est le résultat de cette politique, notamment de l'euro, pas seulement, évidemment. Bon, deuxième exemple, donc, dans le sens de l'histoire, évidemment, parce qu'un tel système ne peut pas durer trop longtemps. Le deuxième exemple, pour montrer que la sortie de l'euro et de l'Union européenne va dans le sens de l'histoire, c'est le fait que les peuples européens se détournent de plus en plus nettement de l'euro et de l'Union européenne. C'est formidable. Ça veut dire que la conscience, la prise de conscience évolue de la nocivité de ce système. Et donc, il ne faut pas interpréter l'abstention à l'élection européenne comme un signe
de retrait politique. C'est exactement l'inverse. L'abstention est un comportement politique. C'est la condamnation du système européen lui-même. C'est le fait que beaucoup d'abstentionnistes considèrent qu'on ne peut pas participer à la mascarade électorale du Parlement européen. Parlement qui n'a aucun pouvoir, qui est fait pour simuler un acte démocratique. Pourquoi? Pour une raison évidente. Le Parlement européen n'a aucune des prérogatives d'un vrai Parlement. Il est chapeauté par les traités européens, notamment le traité de Lisbonne. Or, qui fait la politique dans l'Union européenne? C'est le traité de Lisbonne. Que peut faire le Parlement européen par rapport au traité de Lisbonne? Rien. Donc, les gens ne vont pas voter pour une telle mascarade. C'est excellent. Et les conséquences politiques, évidemment, doivent être tirées par les forces, les partis politiques et les forces politiques. Ce qui n'est pas fait correctement, ce qui fait perdurer la crise politique, parce que tant qu'un discours clair de condamnation et de rejet du système de l'Union européenne ne sera pas tenu, on continuera à s'enfoncer dans la crise, on continuera à offrir un boulevard au Front National. Les choses doivent être claires. C'est ça qui crée le Front National. C'est le vide politique face à la mondialisation, face à l'Union européenne, face à l'Europe. Bon, je passe sur les différentes études politiques qui circulent. La majorité de la population française veut un renforcement des pouvoirs de l'État français et une diminution des pouvoirs de Bruxelles. Nous sommes proches de la majorité des Français qui veulent sortir de l'euro. On est entre 30 et 40%. Ça fluctue, mais ça monte. C'est les classes populaires, principalement, qui rejettent l'euro et l'Union européenne, les ouvriers, les employés. Eh bien, en se taisant sur ces questions, nous offrons un fauteuil au Front National. Alors, ensuite, le troisième exemple, pour montrer que la sortie de l'euro et de l'Union européenne va dans le sens de l'histoire, eh bien, c'est qu'une série de forces politiques, de personnalités dans l'Europe entière sont en train d'évoluer positivement vers cette analyse. En Allemagne, ça a été le coup de tonnerre d'Oskar Lafontaine, vous vous en rappelez, où il a dit stop à l'euro, il faut arrêter le massacre. Aux Pays-Bas, il y a des forces qui se mobilisent, des forces progressistes. En Belgique, le Parti communiste belge organise le débat sur la sortie de l'euro. En Grèce, il y a des forces qui portent la sortie de l'euro. Le Parti communiste grec en particulier. En Espagne, il y a les jeunesses communistes espagnoles. Il y a des dirigeants du Parti communiste espagnol ou d'Attaque qui agissent désormais pour la sortie de l'euro. Au Portugal, le Parti communiste portugais est en train de prendre position pour la sortie de l'euro. Il y a un best-seller qui a été publié par un économiste pour expliquer pourquoi le Portugal doit sortir de l'euro. Ça fait un malheur. À Chypre, le Parti communiste est pour la sortie de l'euro. En Italie, j'étais en Italie il y a 2 semaines, nous avons participé à la création, à l'initiative de la coordination nationale italienne de la gauche pour sortir de l'euro, à une coordination internationale européenne pour la sortie de l'euro. Et en France, il y a aussi un certain nombre de forces et d'intellectuels qui se mobilisent. Sapir, Lordon, Todd, Cédric Durand, etc. Bon, cette force qui est en train de se mettre en place pour recouvrer la souveraineté nationale, pour redevenir libre, est une force qui ne s'arrêtera pas. Elle va avancer, elle va continuer d'avancer.
L'avenir, il est là. Alors, je passe à la deuxième idée. La deuxième idée, la suivante, la sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne est une condition indispensable à la sortie de la crise. Même, encore une fois, si sortir de l'euro de l'Union européenne ne suffit pas. Bien sûr, ce n'est pas un gris-gris magique, la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sortir de la crise? Sortir de la crise, ça veut dire des choses extrêmement concrètes. Ça veut dire d'abord annuler toutes les mesures d'austérité qui ont été prises ces dernières années. Toutes. Concernant la sécurité sociale, le système de santé, les retraites, les services publics, dans leur diversité, remettre en cause les privatisations qui ont été opérées. Bref, annuler systématiquement toutes les mesures d'austérité. Mais si un gouvernement faisait cela, quelle serait la conséquence? La conséquence, ce serait une augmentation de la dépense publique. À juste titre, parce qu'il faudra bien financer ces mesures. Augmentation de la dépense publique, oui, pour mettre un terme à l'austérité. Résultat d'une augmentation des dépenses publiques, trouble sur les marchés financiers, puisque si la dépense publique augmente, le risque de ne pas rembourser les obligations aux marchés financiers vont augmenter, donc augmentation des taux d'intérêt. Et puis également, du point de vue des actions, du cours de bourse, si il y a une augmentation de la dépense publique, c'est-à-dire en même temps, une des conséquences sera l'augmentation des salaires, donc une diminution des profits, donc une inquiétude à la bourse, chahut à la bourse. Alors on va regarder ça sans rien faire? Ben non. Ou on s'écrase, on s'aplatit, ou on fait face. Et pour faire face à cette situation, il faut commencer par annuler la dette publique. On ne peut pas continuer avec ce chantage permanent à l'austérité parce qu'on nous trimballe depuis des années et ça n'est pas fini. C'est un argument extrêmement commode d'expliquer aux Français qu'on est tellement endettés par la dette publique qu'il faut l'austérité permanente. Il faut se libérer de ce chantage en annulant la dette publique. Mais, et je termine ce petit exemple, on pourra peut-être en discuter plus longuement après, si un pays annule la dette publique, un pays comme la France par exemple, quelle est la conséquence immédiate? Eh bien, c'est que les marchés qui prêtent de l'argent à l'État vont cesser de prêter de l'argent. C'est l'évidence même. Puisque l'État ne les rembourse pas, les marchés ne vont pas continuer à prêter. Alors il y a des gens qui nous disent « Oui, mais vous vous rendez compte, vous êtes fous, les marchés financiers ne vont plus nous prêter. » Eh bien tant mieux. Justement, on ne veut plus des marchés financiers. On veut démanteler les marchés financiers. Et c'est une occasion à saisir. Pourquoi? Parce que comment faisaient les États avant l'existence des marchés financiers? Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Hein. Les États ont existé avant les marchés financiers. Alors comment ils faisaient, les États, pour se financer quand il n'y avait pas les marchés financiers? Eh bien, ils avaient recours à 3 modalités de financement. La première modalité, c'est de faire appel à l'épargne populaire dans les pays où il y en a. C'est-à-dire des bons d'épargne, un système proche du livret A de la caisse d'épargne. La deuxième modalité, c'était les crédits bancaires. Avant les marchés financiers, les États empruntaient aux banques. Et quand ces banques étaient nationalisées, c'était encore mieux. Et puis la troisième modalité, c'est les prêts de la Banque centrale au Trésor. Ça a été supprimé par la loi de 1973 et une deuxième loi de 1993. Avant, la Banque de France, comme tous les pays, comme toutes les banques centrales du monde, certaines ont toujours la possibilité de le faire, la Banque de France
faisait des avances au Trésor à des taux nuls ou très faibles, voire même des avances non remboursables. C'est-à-dire que la Banque de France avançait de l'argent au Trésor qu'il ne rembourse pas. C'est de la création monétaire. Par exemple, en 1945, 46, 47, au moment de la reconstruction, la Banque de France a contribué puissamment aux investissements d'EDF, GDF, de la SNCF et d'autres entreprises publiques, alors que le pays était dévasté par la création monétaire. Eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Ça n'est pas nouveau, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Bon, alors, ça permet de récupérer notre souveraineté monétaire, financière, économique, sociale, parce qu'on aura récupéré notre souveraineté politique en sortant de l'euro et de l'Union européenne. Et puis je termine par la troisième idée que je veux développer, c'est celle de montrer, qui consiste à montrer que la sortie unilatérale de l'euro et de l'Union européenne est un passage obligé pour reconstruire un nouveau système de relations internationales, pas seulement à l'échelle de l'Europe. D'ailleurs, réfléchir au niveau de l'Europe n'a strictement aucun sens, parce que c'est quoi l'Europe? Si on se fie au Conseil de l'Europe, l'Europe c'est 49 pays. Si on se fie à l'Union européenne c'est 28 pays. Alors déjà, ne nous enfermons pas dans le système actuel. Il faut ouvrir à tous les pays qui appartiennent au continent européen et pas au système politique inventé par les classes dominantes qui ne rassemblent que 28 pays. Et puis, pour un pays comme la France, l'horizon ne peut pas se limiter à l'Europe. L'Europe même à 49. Un pays comme la France, l'horizon c'est aussi la Méditerranée, la rive sud de la Méditerranée, et ce qui se passe derrière la rive sud de la Méditerranée. Alors, je veux terminer sur une question. Est-ce qu'il existe une essence de l'Union européenne? Une essence de l'Union européenne, c'est-à-dire quelque chose d'absolument fondamental qui marque une sorte d'ADN de l'Union européenne. La réponse est oui. Il y a une essence de l'Union européenne. Quelle est cette essence? Ce sont les valeurs et les intérêts des classes dominantes occidentales. Et rien d'autre. C'est quoi les valeurs et les intérêts des classes dominantes occidentales? C'est l'européisme, l'atlantisme, le capitalisme, l'autoritarisme, le fédéralisme et le christianisme, parce que de temps à autre, il vaporise un peu d'eau bénite sur tout cela pour donner un semblant de morale à l'ensemble. Sur l'origine de ce qu'on appelle la construction européenne, parce qu'on entend absolument n'importe quoi à ce propos. L'impulsion initiale, elle vient des États-Unis. Il n'y a jamais eu de véritable volonté de l'oligarchie européenne de construire une Europe indépendante. Jamais, ça n'a jamais existé. L'impulsion initiale, elle vient des États-Unis dès 1942-43, et le but des États-Unis, c'était quoi? Eh bien, c'était de reconstruire le capitalisme sous leadership américain au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour faire face à l'URSS. Et il fallait que les États-Unis trouvent une forme d'union entre les pays européens pour des raisons pratiques. Pour des raisons pratiques, qui étaient d'abord acheter la production de masse américaine, qui allait passer de sa conversion de production de guerre en production civile. Il fallait inciter les pays d'Europe à produire leurs propres armements
pour faire face au bloc soviétique, il ne fallait pas que la production d'armement soit seulement limitée aux États-Unis. Il fallait ensuite contrecarrer le communisme intérieur, essentiellement en Italie avec le Parti communiste italien et en France avec le Parti communiste français. Alors, voilà ce que dit le pape du néolibéralisme, Friedrich von Hayek, dès 1939. Dès 1939, c'est-à-dire pendant la phase de montée du nazisme, après le Front populaire, après le New Deal américain, et au moment de l'engagement des hostilités. Voilà ce qu'il dit. Il dit, la fédération, c'est-à-dire une Europe fédérale, devra posséder le pouvoir négatif d'empêcher les États individuels d'interférer avec l'activité économique. C'est-à-dire le but de la création d'institutions à l'échelle de l'Union européenne est de verrouiller toute possibilité d'interférence de l'État, c'est-à-dire de la politique, dans l'économie, c'est-à-dire dans le marché, dans les affaires du capital et des classes dominantes. Et il ajoute, une fédération signifie qu'aucun des deux niveaux de gouvernement, le niveau fédéral et le niveau national, ne pourra disposer des moyens d'une planification socialiste de la vie économique. Il a déjà tout compris, Hayek. Le but ultime, le seul but de la construction européenne, c'est de capter les souverainetés nationales pour faire en sorte qu'aucune politique alternative ne soit jamais possible dans le cadre des institutions européennes. C'est ça le but de la construction européenne. Il faut donc briser les souverainetés nationales pour éviter une forme ou une autre de socialisme. Et donc ce système ne peut pas changer d'essence. Il faut le démanteler. Il ne peut pas changer de l'intérieur. Il faut bâtir quelque chose de radicalement nouveau. Alors, voilà les quelques mots que je voulais dire en introduction pour dire que l'Union européenne, pour terminer, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, ce n'est que l'un des piliers de l'ordre néolibéral mondial, au même titre que le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, l'OCDE et l'OTAN. Tout ça, c'est pareil. Ce sont les instruments mis en place par les classes dominantes pour verrouiller le système mondial, créer, fabriquer, reproduire en permanence l'ordre néolibéral mondial. Et donc, lutter contre ce système, lutter pour la sortie de l'Union européenne et de l'euro, lutter pour la démondialisation, c'est lutter contre le capitalisme.